Bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour une autre lecture des 1001 nuits. Donc on est arrivé au chapitre 7. Bonne écoute. Histoire du roi grec et du médecin Douban. Il y avait au pays de Zouman, dans la Perse, un roi dont les sujets étaient grecs originairement. Ce roi était couvert de lèpre, et ses médecins, après avoir inutilement employé tous leurs remèdes pour le guérir, ne savaient plus que lui ordonner. Lorsqu'un très habile médecin nommé Douban arriva dans la cour. Ce médecin avait puisé sa science dans les livres grecs, persans, turcs, arabes, latins, syriaques et hébreux, et outre qu'il était consommé dans la philosophie, il connaissait parfaitement les bonnes et les mauvaises qualités de toutes sortes de plantes et de drogues. Dès qu'il fut informé de la maladie du roi et qu'il eut appris que ses médecins l'avaient abandonné, il s'habilla le plus proprement qu'il lui fut possible et trouva moyen de se faire présenter au roi. « Sire, lui dit-il, je sais que tous les médecins dont votre majesté s'est servie n'ont pu la guérir de sa lèpre, mais si vous voulez bien me faire l'honneur d'agréer mes services, je m'engage à vous guérir sans breuvage et sans topique. » Le roi écouta cette proposition. « Si vous êtes assez habile, homme, répondit-il, pour faire ce que vous dites, je promets de vous enrichir, vous et votre postérité. Et sans compter les présents que je vous ferai, vous serez mon plus cher favori. Vous m'assurez donc que vous m'ôterez la lèpre, sans me faire prendre aucune potion, et sans m'appliquer aucun remède extérieur. Oui, sire, repartit le médecin, je me flatte d'y réussir avec l'aide de Dieu, et dès demain, j'en ferai l'épreuve. » En effet, le médecin Douban se retira chez lui et fit un maillet qu'il creusa en dedans par le manche, où il mit la drogue dont il prétendait se servir. Cela étant fait, il prépara aussi une boule de la manière qu'il la voulait, avec quoi il alla le lendemain se présenter devant le roi, et, se prosternant à ses pieds, lui baisa la terre, et après avoir fait une profonde révérence, dit au roi qu'il jugeait à propos que sa majesté monta à cheval et se rendit à la place pour jouer au maillet. Le roi fit ce qu'on lui disait, et lorsqu'il fut dans le lieu destiné à jouer au maillet, à cheval, le médecin s'approcha de lui avec le maillet qu'il avait préparé, et le lui présentant. « Tenez, sire, lui dit-il, exercez-vous avec ce maillet en poussant cette boule avec, par la place, jusqu'à ce que vous sentiez votre main et votre corps en sueur. Quand le remède que j'ai enfermé dans le manche de ce maillet sera échauffé par votre main, il vous pénétrera par tout le corps, et sitôt que vous suerez, vous n'aurez qu'à quitter cet exercice, car le remède aura fait son effet. Dès que vous serez de retour en votre palais, vous entrerez au bain, et vous vous y ferez bien laver et frotter. Vous vous coucherez ensuite, et en vous levant demain matin, vous serez guéri. » Le roi prit le maillet et poussa son cheval après la boule qu'il avait jetée. Il la frappa. Elle lui fut renvoyée par les officiers qui jouaient avec lui. Il la refrappa, et enfin le jeu dura si longtemps que sa main en sua aussi bien que tout son corps. Ainsi, le remède enfermé dans le manche du maillet opéra comme le médecin l'avait dit. Alors le roi cessa de jouer,
s'en retourna dans son palais, entra au bain et observa très exactement ce qui lui avait été prescrit, s'en trouvant fort bien, car le lendemain, en se levant, il s'aperçut avec autant d'étonnement que de joie que sa lèpre était guérie et qu'il avait le corps aussi net que s'il n'eût jamais été attaqué de cette maladie. D'abord qu'il fut habillé, il entra dans la salle d'audience publique où il monta sur son trône et se fit voir à tous ses courtisans que l'empressement d'apprendre le succès du nouveau remède y avait fait aller de bonheur. Quand ils virent le roi parfaitement guéri, ils en firent tous paraître une extrême joie. Le médecin Douban entra dans la salle et alla se prosterner au pied du trône, la face contre terre. Le roi, l'ayant aperçu, l'appela, le fit s'asseoir à son côté et le montra à l'assemblée, en lui donnant publiquement toutes les louanges qu'il méritait. Le roi n'en demeura pas là, comme il régalait ce jour-là toute sa cour, et le fit manger à sa table seul avec lui. Et vers la fin du jour, lorsqu'il voulut congédier l'assemblée, il le fit revêtir d'une longue robe fort riche et semblable à celle que portaient ordinairement ses courtisans en sa présence. Outre cela, il lui fit donner 2000 sequins. Le lendemain et les jours suivants, il ne cessa de le caresser. Enfin, ce roi, croyant ne pouvoir jamais assez reconnaître les obligations qu'il avait à un médecin si habile, répandait sur lui tous les jours de nouveaux bienfaits. Or, ce roi avait un grand vizir qui était avare, envieux et naturellement capable de toutes sortes de crimes. Il n'avait pu voir sans peine les présents qui avaient été faits au médecin, dont le mérite d'ailleurs commençait à lui faire ombrage. Il résolut de le perdre dans l'esprit du roi. Pour y réussir, il alla trouver ce roi et lui dit en particulier qu'il avait un avis de la dernière importance à lui donner. Le roi, lui ayant demandé ce que c'était, « Sire, lui dit-il, il est bien dangereux à un monarque d'avoir de la confiance en un homme
Histoire du mari et du perroquet. Un bonhomme avait une belle femme. Il l'aimait avec tant de passion qu'il ne la perdait de vue que le moins qu'il pouvait. Un jour, que des affaires pressantes l'obligeaient à s'éloigner d'elle, il alla dans un endroit où l'on vendait toutes sortes d'oiseaux. Il y acheta un perroquet qui non seulement parlait fort bien, mais qui avait même le don de rendre compte de tout ce qui avait été fait devant lui. Il l'apporta dans une cage au logis, pria sa femme de le mettre dans sa chambre et d'en prendre soin pendant le voyage qu'il allait faire, après quoi il partit. À son retour, il ne manqua pas d'interroger le perroquet sur ce qui s'était passé durant son absence, et là-dessus, l'oiseau lui apprit des choses qui lui donnèrent lieu de faire de grands reproches à sa femme. Elle crut que quelques-unes de ses esclaves l'avaient trahi. Elles jurèrent toutes qu'elles avaient été fidèles, et elles convinrent qu'il fallait que ce fût le perroquet qui eût fait ces mauvais rapports. Prévenue de cette opinion, la femme chercha dans son esprit un moyen de détruire le soupçon de son mari et de se venger en même temps du perroquet. Elle le trouva. Son mari étant parti pour faire un voyage d'une journée, elle commanda à une esclave de tourner pendant la nuit, sous la cage de l'oiseau, un moulin à bras, à une autre de jeter de l'eau en forme de pluie par le haut de la cage, et à une troisième de prendre un miroir et de le tourner devant les yeux du perroquet, à droite et à gauche, à la clarté d'une chandelle. Les esclaves employèrent une grande partie de la nuit à faire ce que leur avait ordonné leur maîtresse, et elles s'en acquittèrent fort adroitement. Le lendemain, le mari étant de retour, fit encore des questions au perroquet sur ce qui s'était passé chez lui. L'oiseau lui répondit: « Mon bon maître, les éclairs, le tonnerre et la pluie m'ont tellement incommodé toute la nuit que je ne puis vous dire tout ce que j'en ai souffert. » Le mari, qui savait bien qu'il n'avait ni plu ni donné cette nuit-là, demeura persuadé que le perroquet, ne disant pas la vérité en cela, ne la lui avait pas dite au sujet de sa femme. C'est pourquoi, de dépit, l'ayant tiré de sa cage, il le jeta si rudement contre terre qu'il le tua. Néanmoins, dans la suite, il apprit de ses voisins que le pauvre perroquet ne lui avait pas menti en lui parlant de la conduite de sa femme, ce qui fut cause qu'il se repentit de l'avoir tué. Et vous, vizir, ajouta le roi grec, par l'envie que vous avez conçue contre le médecin Douban, qui ne vous fait aucun mal, vous voulez que je le fasse mourir. Mais je m'en garderai bien, de peur de m'en repentir, comme ce mari d'avoir tué son perroquet. Le pernicieux vizir était trop intéressé à la perte du médecin Douban pour en demeurer là. Sire, répliqua-t-il, la mort du perroquet était peu importante et je ne crois pas que son maître l'ait regretté longtemps. Mais pourquoi faut-il que la crainte d'opprimer l'innocence vous empêche de faire mourir ce médecin? Ne suffit-il pas qu'on l'accuse de vouloir attenter à votre vie pour vous autoriser à lui faire perdre la sienne? Quand il s'agit d'assurer les jours d'un roi, un simple soupçon doit passer pour une certitude, et il vaut mieux sacrifier l'innocent que sauver le coupable. Mais sire, ce n'est point ici une chose incertaine. Le médecin Douban veut vous assassiner. Ce n'est point l'envie qui m'arme contre lui. C'est l'intérêt seul que je prends à la conservation de votre majesté. C'est mon zèle qui me porte à vous donner un avis d'une si grande importance. S'il est faux, je mérite qu'on me punisse de la même manière qu'on punit
commencer